Trésors du Saint-Laurent, à la découverte de l'aire marine protégée du banc des Américains. Dans cette série de 4 épisodes, plongez avec nous dans le golfe du Saint-Laurent. Venez découvrir l'aire marine protégée du banc des Américains, ce site qui regorge de richesses, tout près de chez vous, à l'est de la péninsule gaspésienne. Mon nom est Camille Pépin, une biologiste curieuse et passionnée des milieux marins. Et mon nom est Léa Roy, agente de projet au Comité ZIP Gaspésie. Vous écoutez Trésors du Saint-Laurent. L'aire marine protégée du banc des Américains l'hiver. Mitaines aux pinces et nageoires. Bonjour à tous. Dans le dernier épisode, on a découvert certains impacts des changements climatiques sur les océans et nous avons découvert plusieurs bénéfices que procurent les aires marines protégées. Dans cet épisode, on est curieux de savoir comment se passe la saison hivernale dans l'aire marine protégée du banc des Américains. L'hiver est-il aussi rude sous l'eau que sur Terre? Pour essayer de résoudre le mystère, j'ai la chance d'avoir en studio Jonathan Chevrier, guide animalier à l'Aquarium du Québec. Bonjour Jonathan. Bonjour. Jonathan, pouvez-vous nous parler de votre travail comme guide animalier pour l'Aquarium du Québec? Absolument. On est plusieurs à porter le titre de guide animalier, mais on a comme plusieurs départements. Donc, on a les guides animaliers à l'éducation, dont je fais partie, qui, nous, notre job, essentiellement, c'est d'être des encyclopédies sur tous les animaux qu'on garde à l'aquarium pour pouvoir en parler avec le public. Donc, d'être aussi à l'aise de parler des raies, de parler des étoiles de mer, de parler des ours, de parler de telle espèce de poisson qu'on voit dans nos bassins. Donc, on fait les visites guidées, on commente les repas, les animations, on va parler des différents animaux. Donc, on est vraiment là... c'est nous qu'on trouve un peu partout sur le site pour pouvoir répondre aux questions des gens, pour pouvoir leur parler des animaux également. Dans le fond, Jonathan, je me demandais par curiosité combien d'animaux vous avez à l'Aquarium du Québec? À l'Aquarium, on a environ 300 espèces et 10 000 individus. Juste dans les raies, on a déjà 4 ou 5 espèces. Donc, là, si on ajoute les poissons, la pieuvre, les ours, les renards, on a pas mal de beau monde. Oh my God, ben oui, 10 000, je m'attendais pas à un chiffre aussi grand, j'avoue. Là. Wow! Et pour rentrer dans le vif du sujet, Jonathan, ça ressemble à quoi, le banc des Américains l'hiver? Est-ce que l'hiver gaspésien est aussi froid dans l'eau que sur Terre? Ça va dépendre à quelle hauteur. Parce que oui, l'air froid va contribuer à refroidir l'eau et inversement, l'eau froide va contribuer à refroidir l'air. Ceci dit, le banc des Américains va avoir différentes hauteurs selon l'endroit, donc les plaines qui vont être beaucoup plus profondes que la crête rocheuse. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup plus d'impact sur la crête que dans le fond de la plaine. Je me demandais si vous pouvez nous parler davantage de cette géographie-là, puis si peut-être qu'elle pourrait avoir un impact par rapport à l'hiver ou par rapport aux organismes qui y vivent. Bien, c'est sûr qu'on ne trouvera pas le même genre d'organisme à différentes étapes. Donc, tu sais, là, on voit la grande crête là, qui va être au centre de l'aire protégée. Là, c'est sûr que l'hiver, les températures sont beaucoup plus affectées, mais ce qui va vivre là, plus en hauteur, ça va être surtout des échinodermes, des invertébrés qui vont se tenir sur les parois de la falaise. Les grands mammifères, eux, vont aller pouvoir monter en hauteur, aller respirer, aller chercher le plancton qui va se nourrir du phytoplancton et compagnie, du krill. Donc, ils vont aller se promener dans ces eaux-là. Connaissez-vous la température de l'eau du golfe du Saint-Laurent en hiver? Ben, je dirais... mettons 10 degrés Celsius, peut-être. C'est environ... ça peut varier, je pense, de 0 à moins 5 là-dedans. Ben, je pense que je veux pas connaître. Mais je crois que depuis quelques années, ça s'est réchauffé. Oui, beaucoup. Jonathan, est-ce qu'il y a une différence de température entre l'eau en hiver et l'eau en été dans le golfe du Saint-Laurent? Alors là, ça varie beaucoup. En hiver, on va estimer que l'eau va atteindre en moyenne entre moins 1 et peut-être 4 degrés Celsius, naturellement. Alors qu'en été, ça va plus varier autour de 4 à autour de 15 degrés Celsius. On a vu des températures monter plus hautes que ça. On a atteint des records, là, je pense qu'ils ont calculé autour de 17 degrés Celsius là, dans le coin de cette île là, en juin là, cette année, ce qui est un triste record à battre, parce que c'est une preuve flagrante là, des eaux qui se réchauffent.
Jonathan, j'étais curieuse de savoir aussi, est-ce qu'il y a une différence de salinité entre l'hiver et l'été? Oui, parce que, dans le fond, l'été ou au printemps, les glaces vont fondre. Donc, on a des banquises qui vont se former pendant l'hiver. Quand les banquises gèlent, l'eau gelée va perdre du sel, en fait, qui va se retrouver dans l'eau qui n'est pas gelée. Donc, l'océan va devenir plus salé parce qu'il y a une partie qui est gelée. Mais au printemps, à la fonte, cette eau-là qui est beaucoup moins salée ou qui ne l'est plus du tout, va venir se remêler à l'eau de mer, donc va réduire la salinité, tout simplement. Donc, dans l'eau marine va être beaucoup plus salée pendant l'hiver qu'elle va l'être au printemps quand les banquises fondent et viennent faire un apport en eau douce parce que l'eau gelée va être moins salée. Donc, tout ça va venir faire une grosse influence en profondeur où là, on envoie un bel amont de sel qui va venir influencer les paramètres physico-chimiques de l'eau, ce qui va la rendre plus dense, ce qui va avoir un impact également sur les comportements des animaux qui vont y vivre. Est-ce que vous observez souvent de la glace en hiver? Si tu compares quand je suis arrivée en 2012 versus là, il y en a vraiment moins aussi. Parce que d'habitude, tu avais le brise-glace qui venait casser la glace dans la rue. Oui. C'est pas croyable. On vit des hivers vraiment différents. Oui. Jonathan, je me demandais, est-ce qu'il y a beaucoup de glace dans le golfe du Saint-Laurent? Ça dépend où. Si on regarde donc dans l'estuaire du Saint-Laurent, quand ça commence à rétrécir là, dans les coins là, de Rimouski en descendant vers Québec, c'est sûr qu'il va y avoir plus de glace. Est-ce que dans le secteur de l'aire marine protégée du banc des Américains, est-ce que vous êtes au courant s'il y a des glaces ou... Je ne suis pas au courant à 100%, mais c'est sûr qu'on est plus au large. Donc, il va y en avoir moins que directement sur la côte. Oui, c'est sûr qu'il peut y avoir de la présence de glace. Ça, c'est inévitable. Mais est-ce qu'on a une banquise qui est gelée, qui recouvre? Ça, non. Dans le banc des Américains, on est vraiment proche de deux courants. On a le courant Atlantique Nord qui descend depuis l'océan Arctique et qui vient se confronter au courant chaud qui monte du sud des États-Unis, le Gulf Stream. Ça a tout le temps lieu, puis c'est ça qui va même influencer le climat. Pourquoi il va faire si froid au Québec quand en France, à la même hauteur géographique, on devrait avoir le même climat? Bien, le Gulf Stream qui est chaud va venir frôler l'Amérique du Nord, mais sans l'atteindre pour s'en aller vers l'Europe. Donc, l'ouest de l'Europe va bénéficier de la chaleur amenée par le Gulf Stream, alors que nous, on est en plein dans la descente du courant nord-atlantique, donc on bénéficie du froid. On est chanceux. On est chanceux. Mais on est chanceux parce que cet affrontement-là, dans le fond, le Gulf Stream qui est chaud, puis le courant Atlantique Nord qui descend, qui est froid, va créer une zone biologique et qui est une des plus riches au monde. Donc, dans l'estuaire du Saint-Laurent, dans le banc des Américains, on a une biodiversité qui est inégalée. Et par curiosité, qu'est-ce qui rend ce courant et cette eau froide si importante pour justement le développement d'une grande biodiversité? Le fait qu'on ait de l'eau froide et de l'eau chaude qui vont se mêler, on va avoir énormément de variétés de plancton qui va se développer. Le phytoplancton va mieux se développer pendant l'été. Les petits poissons, le zooplancton, va venir s'en nourrir, vont proliférer grandement, vont bénéficier de cette différence de chaleur-là, donc une eau qui est tempérée, ce qui fait qu'on a tellement de plancton en été. Donc, plein d'animaux vont venir se nourrir ici. Et à l'hiver, quand l'eau devient trop froide pour une grande majorité d'animaux, bien, là, ça va devenir plus tranquille. Certains types de zooplancton qui vont avoir développé des lipides pour se protéger du froid. Il va y avoir des migrations verticales, des organismes qui vont descendre dans l'eau plus profonde. Et comme il y a beaucoup de plancton, bien, il y a certains poissons qui vont rester là à l'année, qui vont être capables de se nourrir malgré tout et qui vont attirer quand même des plus gros animaux qui vont pouvoir bénéficier de cet apport alimentaire-là. Tantôt, vous avez parlé de migration verticale de plancton. Oui. Plancton qui est vraiment, que ce soit un phytoplancton ou zooplancton, qui est un organisme qui est vraiment à la base de la chaîne alimentaire. Exactement. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la migration verticale de ces animaux et ces plantes-là? Bien, migration verticale, dans le fond, c'est vraiment quand on va descendre de haut en bas.
peut y avoir plusieurs raisons pour faire des migrations verticales. La première, ça peut être justement là, pour ce qui est de, mettons, la reproduction. On va aller se cacher dans le fond où il y a moins de prédateurs, c'est plus froid un peu. Puis, la nuit, c'est quand même plus chaud, on va monter, puis on va venir s'accoupler là, puis avant de redescendre. Ça peut être pour l'alimentation. Donc, avec les rayons du soleil, en hauteur, on va avoir du phytoplancton qui va se développer. Mais c'est intéressant d'aller le manger, mais on va retourner après ça en sécurité, plus dans les profondeurs. Donc, il va y avoir plusieurs raisons pour faire des migrations verticales, mais c'est aussi similaire aux migrations, je dirais, horizontales, où là, on va vraiment, je pense aux cétacés, aux baleines qui vont venir pendant l'été profiter de l'afflux de plancton, de krill qu'on a dans l'estuaire du Saint-Laurent. Mais à l'hiver, on va redescendre dans le sud où les eaux sont beaucoup plus clémentes pour venir se reproduire, pour venir commencer à s'occuper d'un petit bébé. D'après vous, comment les poissons survivent à une eau aussi froide? Non, je sais pas. Ben, ils vont plus en profondeur, mais... En étant plus tranquille. Se mettre un manteau d'hiver pour poissons. Je suis curieuse de connaître les différents mécanismes d'adaptation des organismes marins du Saint-Laurent pour survivre en hiver. Pouvez-vous nous en parler, Jonathan? Absolument. On a 2 grands principes d'adaptation à l'hiver. Puis ça, c'est chez les animaux marins, mais les animaux terrestres également. On a l'hibernation et l'hivernation. L'hibernation, c'est un cas où on va juste ralentir nos activités, s'endormir et se réveiller au printemps. Donc, sur la terre ferme, les marmottes vont le faire. On a les tortues qui vont aller se cacher dans le fond des lacs, des rivières, qui vont réduire leur métabolisme, qui vont s'endormir et qui, au printemps, vont se réveiller. On a certaines espèces de poissons qui vont faire des choses similaires. On a l'hivernation, ça, c'est plus la façon d'adapter son mode de vie pour survivre à l'hiver. L'hivernation peut prendre plusieurs formes. On a la migration, les baleines qui vont juste s'en aller pour aller dans le sud. Donc, les snowbirds, on hiverne. Et Jonathan, pour les animaux qui ne migrent pas, comment est-ce qu'ils s'adaptent? Avec la température, on sait déjà que l'hiver, le métabolisme va se ralentir. Les animaux d'eau froide ont un métabolisme qui est beaucoup moins rapide qu'un animal d'eau chaude. Juste pour donner un exemple, dans le concret, à l'aquarium, on va avoir des animaux autant d'eau froide que d'eau chaude. Nos animaux d'eau chaude, on va les nourrir 2 à 3 fois par jour. Un animal d'eau froide, on va le nourrir 2 à 3 fois par semaine. Est-ce que vous auriez un exemple qui image bien le principe d'adaptation hivernale sans que ce soit nécessairement spécifique au banc des Américains? On a comme les perches chaudes qui vont ralentir leur métabolisme, qui vont venir s'enfouir dans le limon pour justement se cacher un peu, essayer de maintenir leur température, étant donné que c'est des ectothermes, là. Ils vont pas se réchauffer, mais au moins se stabiliser. Mais également, ils vont réduire la taille de leur proie. Ils vont aller s'attaquer plus à des œufs ou à des choses comme ça pour justement contrebalancer le fait que les proies sont moins abondantes. On va en manger des plus petites, un petit peu plus nombreuses, mais comme on a ralenti notre système, on a moins besoin de manger également. Est-ce qu'il existe d'autres façons pour les poissons de s'adapter au froid? Donc, on a certains poissons qui vont avoir développé une protéine antigel pour survivre au froid de l'hiver. Donc, c'est littéralement une petite protéine qui va se promener dans leur sang et qui va venir manger, entre guillemets, les cristaux de glace qui peuvent se former dans un cristaux de glace dans le sang. Ça va rapidement faire un caillot, puis on sait bien qu'on ne survit pas longtemps quand on a une artère bouchée. Donc, c'est la même chose pour ces animaux-là. Et donc, en ayant cette protéine-là qui va venir manger le petit cristal de glace qui va se former, mais ça va leur permettre de survivre dans l'eau, malgré que leur corps soit en bas de la température de congélation. Wow, c'est super intéressant. On dirait que je vois la protéine antigel comme étant un Pac-Man qui essaye d'aller manger les petits cristaux qui se promènent. Ouais. Certains animaux, certaines plantes, de ce que je comprends, se battent contre les intempéries de l'hiver, mais il y en a d'autres qui décident de fuir, comme un peu nos snowbirds. Jonathan, je me demandais, c'était qui sont les snowbirds du banc des Américains? Là, c'est pas une liste exhaustive, là, mais entre autres, on a les tortues. Celles qui vont monter dans le nord vont venir se cacher dans le sud pendant l'hiver. Les cétacés, donc on va avoir beaucoup de rorqual commun, la baleine bleue qui vont être là pendant l'été, qui vont partir. On va avoir également certains requins
qui vont venir nous visiter. Mon snowbird, souvent, on a un petit peu un préjugé. Ils s'en vont se la couler douce dans le sud. Je vais dire ça en guillemets. Je pense entre autres au grand requin blanc qu'on va pouvoir retrouver dans le banc des Américains. Lui, par contre, c'est pas nécessairement dans le sud qu'il s'en va pendant l'hiver. Lui, il va littéralement faire le tour du monde. Oh, wow. Dans ses migrations. Donc, il va s'en aller plus aussi dans l'Indo-Pacifique. On va en trouver autour de l'Australie, mais il va finir par remonter pour aller se nourrir, profiter du gros buffet qu'on trouve dans l'Atlantique Nord. Donc, oui, on va le voir ici, mais lui, c'est pas nécessairement pour aller dans le sud. Jonathan, est-ce qu'il y a certains animaux qui ne peuvent pas survivre sans hiver? Certainement, il y a des animaux qui vont vivre dans l'Arctique, qui ne veulent pas aller en eau chaude. Les épaulards, les orques, eux autres, c'est des animaux qui vont se complaire en eau froide. Les belugas qui vont rester avec nous toute l'année, leur migration ne sera pas très, très grande. Ils vont s'en aller des endroits qui ont moins de glace pour être capables de respirer, mais autrement, là, ils restent ici. Il y a le requin du Groenland également, qui lui va se complaire en eau vraiment, vraiment très froide. C'est un animal d'eau froide qui va rester là, dans le coin du Groenland, l'Atlantique Nord. On peut en voir jusque même dans le fjord du Saguenay. Mais il va se tenir vraiment plus là, au large là, de l'estuaire du Saint-Laurent, la Gaspésie, pour aller se nourrir. On ne va jamais aussi profondément que lui va se tenir. Donc, on ne se croise pas. Et je me demandais, dans le fond, ces animaux-là, l'hiver est essentiel pour eux parce que ça amène des sources de nutriments, parce que l'eau reste froide. Oui, en fait, la présence de l'hiver en tant que tel, c'est un ralentissement. Mais ce qui est surtout intéressant avec l'hiver, c'est le printemps. Parce que quand on a des changements de température, le printemps, c'est le moment pour beaucoup d'animaux pour faire « Hey, c'est le moment de se reproduire ». Et donc, on va avoir, avec le réchauffement des eaux naturelles au printemps, les échinodermes, ils vont relâcher les gamètes dans l'eau, on va avoir de l'accouplement de poissons. Et le fait qu'il y ait un changement de température comme ça va créer un cycle qui est non seulement bénéfique, mais qui est nécessaire. Donc, le fait d'avoir une alternance de saison va régulariser non seulement la vie, mais les étapes nécessaires biologiques pour les animaux. Wow, c'est super intéressant parce que c'est ça, j'avoue que on parle des bienfaits de l'hiver, mais là, on amène justement, c'est comme le sujet là, des bienfaits des changements de saison, puis à quel point ça déclenche différentes étapes importantes dans la vie d'un poisson, d'un mammifère ou d'une plante. L'aire marine protégée du banc des Américains, c'est vraiment on dirait que c'est comme un peu un grand garde-manger là, pour plein d'espèces, été comme hiver, de ce que je comprends. Là. Exactement. La plupart des animaux vont venir ici l'été. On a énormément de vie. On a des tortues de mer qui viennent nous rendre visite. Même la tortue lutte, la plus grande tortue au monde, vient faire un tour. Pendant l'été, on peut la voir venir manger des méduses ici là, et dans le banc des Américains. On est d'accord là, que l'hiver reste quand même rude, quoiqu'il y a certains animaux qui vont venir ici, même exclusivement l'hiver. Mais c'est sûr que l'été, c'est le moment où la nourriture va être là. Donc, les animaux qui vont préférer les eaux plus chaudes vont être capables de monter ici malgré tout. Puis quand les températures se refroidissent en hiver, là, il y en a beaucoup qui vont partir. Mais il y a certaines exceptions, comme le phoque du Groenland, qui est bien nommé, donc qui va aller passer notamment une partie de l'été au Groenland ou dans le nord de l'Arctique canadien parce qu'il fait plus froid, il y a des banquises encore qui ne sont pas complètement fondues. Et quand l'hiver va se pointer, lui, il va descendre dans le sud pour pouvoir aller mettre bas, essentiellement, sur nos banquises. Est-ce que vous savez ce que les changements climatiques? Tout à fait. En partie, là, je ne suis pas une scientifique non plus, mais voilà. On le sent et on le voit. Oui. Même de 50 ans, là. Il y avait de la neige quasiment aux lignes d'électricité téléphonique. Et donc, comment les écosystèmes réagissent au changement climatique? Les écosystèmes, c'est tellement des équilibres qui sont fragiles. Il s'agit de faire bouger un pion, puis tout le reste va être chamboulé. Je reviens sur les requins, sur les phoques, sur les animaux qui vont être de la prédation, qui vont faire de la prédation, mais on les veut, ces animaux-là. On en a besoin pour équilibrer nos environnements. En tout cas, évolutivement, j'ai l'impression que ça a pris tellement d'années à arriver à un système qui est comme en équilibre, plus ou moins.
Puis là, de dire, bon, ben on enlève un maillon important, ben là, il y a un déséquilibre. Puis ça risque de prendre beaucoup de temps avant que ça se rééquilibre aussi éventuellement, là. Exactement. Puis on est d'autant plus chanceux ici d'avoir encore accès à toute cette variété-là, d'avoir des grands prédateurs, avoir des requins, des baleines qui viennent manger ici, Ben oui. qu'on peut venir observer. Ben c'est ça qu'on réalise. On est chanceux d'avoir cet écosystème-là. Puis ben là, on voit qu'il faut en prendre soin. Il faut continuer d'en prendre soin, là. Oui. Mais déjà, il y a les mesures, là, puis je trouve ça tellement beau que le gouvernement fédéral et provinciaux se soient mis ensemble pour protéger le banc des Américains. Donc, oui, c'est déjà un très beau pas en avant pour protéger là, cette zone-là. Merci énormément, Jonathan Chevrier, d'avoir été avec nous et nous avoir aidés à résoudre certains des mystères de l'hiver dans l'aire marine protégée du banc des Américains. Eh bien, un gros merci. Dans cet épisode, on a découvert ce qui se passe l'hiver dans l'aire marine protégée du banc des Américains, des migrations jusqu'aux adaptations des organismes pour survivre à l'hiver. Dans le prochain épisode, on découvre l'importance de ce secteur pour les Premières Nations Mi'kmaq et du travail de l'AGAM, ou l'Association de gestion halieutique autochtone Mi'kmaq et Wolastoqey. Ce balado est une réalisation du comité ZIP Gaspésie avec l'aide du studio Onguedo et du Caracol Studio. Il a été financé par Pêche et Océan Canada et le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Au montage et au mixage, Aïke Barsalou. À l'animation et à la réalisation, Camille Pépin et Léa Roy. Merci à Jonathan Chevrier, guide animalier à l'Aquarium du Québec. Et merci à vous de nous avoir écoutés.